Donc, je remercie l'Asmédian pour m'avoir invité. Je les félicite pour la tenue de leur 48e congrès. Et je les remercie doublement pour avoir choisi le thème obésité, mais surtout pour la partie microbiote. Professeur Ansari et professeur Mrari savent, dont parlait tout à l'heure, que c'est un sujet en particulier, le microbiote, qui me passionne beaucoup. On a beaucoup de travaux là-dessus. Et donc, cette partie microbiote et obésité, on en a parlé avec l'équipe de professeur Ansari et professeur Mrari à multiples reprises. Et maintenant, on va surtout parler de la modulation du microbiote. Alors en fait, ce sujet d'obésité, sur lequel on va parler aujourd'hui et son association avec le microbiote, en fait, on va parler de cette maladie métabolique. Ce n'est plus le fait de société, ce n'est plus le fait de dire c'est quelqu'un d'obèse comme si c'était quelque chose de naturel. Non, c'est une réelle maladie métabolique chronique avec tout ce qu'elle apporte comme conséquences redoutables. C'est une pandémie, vous en avez parlé, mais en termes de prise en charge, on sait que c'est une prise en charge qui a quand même qui a montré beaucoup de limites jusqu'à nos jours, malgré les avancées, et qu'on est toujours en train de chercher de nouvelles voies, de nouvelles stratégies pour la prise en charge. Et parmi ces différentes pistes thérapeutiques, le microbiote intestinal paraît comme une voie prometteuse. Alors pourquoi est-ce que le microbiote paraît comme une voie prometteuse et pourquoi parler de sa modulation aujourd'hui? Ce qui m'a amené, enfin ce qui nous amène à se poser deux grandes questions. Pourquoi le microbiote est une cible thérapeutique et s'il est une cible thérapeutique, peut-on le modifier ou le moduler et comment on va parvenir à cette modulation pour pouvoir intervenir dans la prise en charge de l'obésité? Alors pourquoi c'est une cible thérapeutique? Le lien, il est établi et on en parle depuis longtemps. Et il y a l'étude qui a été publiée en 2006 qui a déjà établi ce lien sur des descriptions en termes d'études du génome, parce qu'avant 2006, on était un peu limité par la culture. On n'arrivait pas à bien culturer, à donner la cartographie du microbiote. Et depuis l'utilisation de l'étude génomique, c'est devenu un peu plus facile. Et donc là, cette étude pilote, elle a effectivement montré qu'il y a une différence dans le microbiote des sujets obèses par rapport aux sujets normaux. Elle a aussi essayé de moduler ce microbiote et elle a montré qu'il y a quand même un gain, c'est vrai non significatif à l'époque, mais un gain en termes de diminution du poids, en termes d'amélioration des paramètres biologiques et en termes de la richesse bactérienne de ce microbiote. Donc c'est à partir de là que ce lien il est actuellement bien établi. Mais on a un peu poussé notre étude pour dire, oui, le lien, il est là, mais où est-ce que ce microbiote va intervenir dans cette fameuse balance de déséquilibre apport-dépense qui commence maintenant à devenir un paradigme assez basique, si je veux, mais c'est en fait le noyau, ce déséquilibre des apports et des dépenses, il est causé par un certain nombre d'éléments qui passent par la nutrition, par la sédentarité, mais c'est aussi par le statut social, par l'exercice, par l'état de stress et par le microbiote intestinal qui est en fait au centre de tout cela, puisque ce microbiote intestinal, il est en relation bidirectionnelle avec tous les différents facteurs qui peuvent être des facteurs prédisposants à l'apparition de cette obésité. Et donc, on a poussé un peu plus pour dire comment est-ce que ces bactéries qui vivent à l'intérieur de notre intestin peuvent être responsables du développement et du maintien de l'obésité. Ces bactéries-là, à l'occasion de différentes situations ou de différentes modifications qui commencent in utero, qui passent par le mode d'accouchement, le mode d'allaitement, également l'alimentation, le stress, les médicaments qu'on a pris au cours de notre vie, notre type d'alimentation, notre génétique elle-même, tout ceci va moduler, va définir notre carte du microbiote. Ce microbiote, quand il est défini de façon à avoir une certaine dysbiose,
qui prédispose à l'apparition de l'obésité, cette dysbiose va agir à différents niveaux. Le premier niveau, et qui est le plus basique et qu'on comprend assez facilement, c'est qu'il va récupérer beaucoup plus d'énergie de nos aliments que d'un sujet qui a une carte donnée. Donc, face à un même aliment, avec les mêmes doses ou les mêmes quantités, la quantité d'énergie que notre corps va récupérer va être définie en fonction de notre microbiote. Donc, ça va intervenir sur la quantité d'énergie qu'on récupère des aliments, surtout à partir des fibres non digestibles, à partir de protéines non digestibles, puisque notre alimentation, elle apporte un certain nombre d'aliments que dont nous n'avons pas l'arsenal enzymatique pour les digérer. Et on a besoin de ces bactéries qui vivent dans notre intestin pour les dégrader et pour récupérer de cette énergie. Le type de bactéries qu'on a va définir la quantité d'énergie qu'on va récupérer. L'autre, si on pousse plus loin, cette dégradation, cette action métabolique de ces bactéries va produire des acides gras à chaîne courte. Et on sait l'effet de ces acides gras à chaîne courte sur donc le développement après de l'obésité et de son maintien. Plus encore, cette dysbiose va entraîner des perturbations de la perméabilité de la paroi intestinale. Et elle entraînera une hyperperméabilité qui va être responsable de réactions inflammatoires à bas bruit. Et ça, c'est l'inflammation à bas bruit chronique avec le stress oxydatif. Et on sait ce que ça va donner au niveau de tout ce qui est troubles métaboliques associés à l'obésité. Pas que ça, il n'y a pas que ça. Plus on pousse notre compréhension des actions du microbiote, plus on va comprendre qu'il y a encore beaucoup plus que récupérer de l'énergie, que le fait d'entraîner cette endotoxémie et cet état d'inflammation systémique. Il y a surtout des actions sur l'axe intestin-foie. Et là, l'axe intestin-foie, c'est toutes les maladies métaboliques qui passent par là. Et l'axe cerveau-intestin. Et là aussi, cette communication, ces actions entre le microbiote et l'axe cerveau-intestin vont être en rapport avec des effets de la dysbiose qui vont maintenir, qui vont prédisposer à l'installation de l'obésité, qui sont surtout d'origine centrale, d'origine donc au niveau de notre cerveau. Tout d'abord, on sait que au niveau de cet intestin, c'est vraiment, pour nous, on parle du gut-brain parce qu'en fait, il y a énormément de neurones dans les parois de l'intestin. Et au niveau de tube digestif, on a 95% de la sérotonine de notre corps qui est sécrétée à ce niveau. Et on sait tous, cette hormone de sérénité, comment elle intervient chez les personnes obèses. Quelle est son intervention? Donc, cet intestin qui a déjà lui-même un nombre important de cellules neurologiques, qui a des connexions très importantes avec notre système nerveux central, va être tout d'abord à l'origine d'une réaction quant à la réponse à la faim et notre sensation de satiété par différents mécanismes. Les acides gras à chaîne courte dont on a parlé tout à l'heure, ils vont intervenir en modulant notamment les cellules productrices de GLP-1. Ces bactéries qui sont capables au niveau intestinal de sécréter certaines molécules qui vont passer suite à cette perturbation de la perméabilité intestinale au niveau de la circulation sanguine vont avoir un effet aussi bien au niveau central qu'au niveau périphérique. Et là, je cite surtout, par exemple, une protéine qui est fabriquée par une bactérie qui est très ubiquitaire au niveau de notre microbiote, l'Escherichia coli, on en parle beaucoup, et quand il y a une dysbiose chez les patients obèses, cette Escherichia coli, elle a la capacité de fabriquer une protéine qui ressemble à la mélanotropine. Chez les patients qui sont en dysbiose, cette Escherichia coli va fabriquer beaucoup de cette protéine, forcément, et notre corps va se défendre et il va fabriquer des anticorps pour bloquer cette protéine-là. Et vu sa similitude avec la mélanotropine, ça va bloquer notre mélanotropine
qui est notre hormone de la satiété. Et forcément, c'est des gens qui vont avoir beaucoup plus de sensations de fringales, qui vont avoir cette sensation d'avoir un appétit plus que les autres. Autre chose, le microbiote intestinal, en termes de communication axe cerveau-intestin, il intervient également dans la régulation du système dopaminergique. Et là, c'est vraiment le système de la récompense, c'est cette relation de récompense. Et donc, on voit que les perturbations et la dysbiose, ce n'est pas uniquement le fait de récupérer de l'énergie, ce n'est pas uniquement l'endotoxémie et donc cette inflammation systémique, c'est aussi des actions au niveau de l'axe cerveau-intestin. C'est aussi des actions au niveau de l'axe cerveau-foie. Et là, c'est l'insulinorésistance et tout ce qui est syndrome métabolique. On parle aussi de la relation avec les maladies stéatosiques du foie qui commencent essentiellement au niveau de notre tube digestif. Donc là, c'est juste pour récapituler tout ça. Et donc, pour dire qu'en fait, la balance et le déséquilibre, il commence par un déséquilibre au niveau des bactéries, au niveau de notre intestin. Et ça va influencer, ça va entraîner une cascade au niveau des différentes situations ou là, des différents facteurs de risque qui favorisent la survenue et également le maintien de l'obésité. Maintenant, tout ça, c'est bien joli, mais il y a une remarque importante à faire, qu'en termes de microbiote de façon générale, pas uniquement avec l'obésité, le microbiote de façon générale en relation avec les différentes pathologies avec lesquelles il est lié, hein, c'est pas uniquement la pathologie digestive, on parle maintenant du microbiote dans le Parkinson, on parle dans les maladies cardiovasculaires, enfin énormément. Dans ces situations-là, c'est toujours la question qui se pose: qui a commencé? C'est l'œuf ou la poule? Est-ce que c'est les modifications du microbiote qui sont uniquement, qui sont le primum movens qui a entraîné la maladie, ou est-ce que c'est la maladie, je parle en général, qui entraîne des modifications de ce microbiote? Ce qui est sûr, c'est que des liens bidirectionnels sont là. Une dysbiose entraîne la maladie entretient ou peut même modifier la dysbiose. Donc, cette relation qui est bidirectionnelle mérite d'être prise en considération dans la gestion de ce qui est obésité et donc dans la prise en charge de l'obésité, ce qui nous amène à parler de cette modulation du microbiote. Qu'est-ce que ça veut dire une modulation du microbiote? Ça veut dire tout simplement qu'on va changer de façon délibérée, on va intervenir de façon délibérée pour changer la composition de notre microbiote, de la communauté microbienne qui vit dans notre intestin, par des interventions qui peuvent être très variables pour ramener ce microbiote à un profil qui ressemble au profil des sujets sains. Là, je tiens à ouvrir une parenthèse. La définition d'un microbiote d'un sujet sain est également sujette à beaucoup de questions parce que c'est un sujet sain à un moment T. On ne sait pas, dans 10, 15 ans, cette personne qui était définie comme saine au jour où on a étudié son microbiote, qu'est-ce qu'elle va développer dans 10, 15 ans comme pathologie? Donc ça, c'était une grande difficulté pour définir le microbiote du sujet sain, mais on a une définition qui nous permet d'avoir des donneurs de microbiote parce qu'il y a des techniques de transplantation dont on va parler. Mais ça reste quand même un sujet de discorde dans les mondes scientifiques. On peut moduler ce microbiote, comme j'ai dit, de différentes façons. Ces interventions peuvent être uniquement des changements au niveau de notre alimentation, c'est le basique. Ça peut aussi passer par certains traitements médicamenteux, et je parle des probiotiques médicaments, les aliments, les antibiotiques, la transplantation fécale qui est la technique en fait qui permet une modulation beaucoup plus puissante. Et il y a des nouvelles techniques qui sont en cours de développement. On parle des bactériophages, on parle des postbiotiques, des parabiotiques et même de certaines techniques d'intelligence artificielle ou même de biotechnologie dans le cadre du microbiote. Alors, le plus simple, c'est l'intervention diététique. Et l'intervention diététique passe par notre régime alimentaire,
passe par les prébiotiques et passe par les probiotiques. Parce que les probiotiques, c'est pas des médicaments, c'est plus des compléments alimentaires. Il y a maintenant sur le marché des probiotiques qui ont l'étiquette médicament. Mais c'est très, très rare. C'est souvent, quand vous prenez un probiotique, c'est souvent des compléments alimentaires, c'est pas des médicaments. Alors, il faut d'abord, vous n'avez pas besoin d'avoir les études du microbiote pour dire qu'en cas d'obésité, il faut revoir d'urgence son assiette. Il y a énormément d'études qui ont montré que quand on revient à un régime méditerranéen typique, on améliore notre microbiote. Et il y a également la diversité microbienne et son abondance qui vont changer en fonction de type d'aliments, du type de préparation des aliments, et c'est surtout les règles de bon usage, d'une hygiène de vie correcte. Moi, l'innovation en termes de régime alimentaire actuellement, c'est que on est en train d'étudier des régimes alimentaires en fonction de notre microbiote, pas l'inverse. C'est-à-dire, au lieu de conseiller aux personnes de manger beaucoup de légumes de façon générale, dans le cadre de la prise en charge personnalisée, c'est suggéré de voir déjà quelle est la cartographie du microbiote de votre patient. Et en fonction des sous-types prédominants, on va savoir que cette personne-là, on va lui conseiller plus ce type d'aliments que d'autres. C'est quelqu'un qui va peut-être avoir des ressources alimentaires différentes. Donc, c'est de définir le régime alimentaire en fonction du microbiote. Et c'est ça, en fait, ce qui est en train d'être étudié. Professeur Mrari a parlé tout à l'heure des malnutritions. Oui, chez les obèses, il y a beaucoup de malnutrition, il y a beaucoup de déficits. Et là aussi, le microbiote a son intervention et sa place dans la correction et surtout dans l'installation et la gravité de certaines carences. Maintenant, c'est vrai, c'est le basique, mais ça nécessite beaucoup de temps, c'est pas évident de changer ses habitudes alimentaires et bien sûr, il faut savoir que les réponses sont vraiment variables en fonction de notre microbiote et en fonction de ce que la quantité d'énergie qu'on va prendre donc de cette alimentation qu'on prend, d'où l'adage qui dit que oui, il faut manger équilibré, mais il faut dire à vos patients qu'on n'est pas égaux face à la prise et aussi face à la perte de poids, parce que il y a une grande intervention de notre microbiote en termes de ce qu'on prend. Et donc, le fait de calculer tout le temps ces calories et dire que j'ai mangé 1200 calories et au bout de temps, j'ai pas perdu, c'est peut-être, et mon ami qui a pris la même chose, elle est en train de perdre du poids, c'est différent. Il y a des différences parce qu'on n'est pas égaux face à ça. Les prébiotiques maintenant. Les prébiotiques, ce sont des fibres alimentaires hein, et ils sont appelés prébiotiques parce que c'est des fibres alimentaires qui vont stimuler sélectivement la croissance ou parfois l'activité de certaines bactéries qui sont dites bénéfiques en termes de métabolisme au niveau du côlon. Ces prébiotiques, il y en a énormément, mais en termes d'obésité, celle qui a été le plus utilisée, étudiée, c'est l'uniline et les fructo-oligosaccharides avec les galacto-oligosaccharides. Ces prébiotiques, ils permettent d'améliorer la composition du microbiote. Ils ont également permis de diminuer l'inflammation et donc ça diminue cette inflammation donc chronique. Ça permet d'aider, mais il n'y a pas que ça. Les prébiotiques ont également un effet sur les cellules, elles, de l'intestin. C'est des cellules endocriniennes qui vont sécréter le fameux GLP-1 dont vous avez parlé et vous êtes mieux placé pour savoir l'effet. C'est vrai que c'est très minime, c'est pas les doses thérapeutiques, mais ça quand même intervient. C'est le fait de prendre ces fibres qui stimulent les bactéries qui sont dites bonnes pour notre métabolisme. Il intervient aussi dans l'amélioration de la perméabilité intestinale et il va aussi intervenir en améliorant cette perméabilité par un mécanisme qui passe par la GLP2. Donc là, c'est vraiment des effets qui sont
Oui, ils ont été documentés, mais c'est pas très flagrant en termes de prise en charge de l'obésité. Donc on se dit que puisque ce sont des fibres alimentaires, c'est à conseiller dans l'alimentation de nos patients. Maintenant, pour les probiotiques, c'est des micro-organismes vivants. Ça peut être des bactéries comme ça peut être des levures. Hein. Les levures aussi font partie de ces probiotiques. Le souci des probiotiques, c'est, il faut savoir quelle quantité on administre, et les quantités, c'est aussi les quantités au niveau intestinal. Hein. C'est pas uniquement les quantités qu'on prend pour la préparation ou la flagellule. On va les trouver dans des aliments, notamment les aliments fermentés, les yaourts, les kéfirs, mais ça, le problème, c'est la dose. On ne sait pas combien on prend. Et ça pose problème si on veut les utiliser dans un but thérapeutique. Le nombre de milliards qu'on doit administrer doit être connu. Alors, c'est vrai que en termes d'obésité, c'est surtout les bifidobactériums et les lactobacillus qui sont donc les plus étudiés. Il y a énormément de méta-analyses, énormément d'études qui ont été publiées. La dernière, celle qui fait vraiment le tour et qui parle aussi bien des prébiotiques que des probiotiques, a été publiée en 2024. Ce qui en ressort, c'est que l'utilisation de ces probiotiques a un effet bénéfique d'un point de vue physiologique, qu'il y a des particularités. Les différentes études ont montré que, en termes de durée, il faut utiliser pendant de longues périodes pour avoir une modulation du microbiote. C'est pas les probiotiques qu'on prend pour la diarrhée, des antibiotiques. Non, c'est pas la même chose. C'est des durées de 3 mois de prise de probiotiques. Il faut essayer de mélanger les souches. Hein. Quand on prescrit un probiotique, il faut voir les souches qu'il y a dedans. Plus il y a de souches, plus c'est meilleur. Il y a même, en fonction de ce que je cherche, est-ce que je suis plutôt dans rechercher quelqu'un pour améliorer le système de récompense, donc ça va être surtout des bifidobactéries. L'Acarnacea, qui a été beaucoup utilisée, intervient surtout, elle aussi, dans la motivation et dans donc le dérèglement du système de récompense, etc. Alors, bien sûr, il y a l'association avec les prébiotiques, je vais faire rapidement, l'association avec les prébiotiques, c'est-à-dire quand on prescrit un probiotique, il fait mieux, un symbiotique, pardon, c'est quand la molécule, le produit, il comporte un prébiotique et un probiotique, ça s'appelle des symbiotiques. Ça donne de meilleurs résultats, et ça donne de meilleurs résultats quand c'est associé à un régime alimentaire équilibré et quand c'est associé à de l'activité physique. Donc les études ont montré ça. Maintenant, il faut quand même, c'est des études qui ont montré des biais, et parmi les limites de ces études, c'est surtout qu'il n'y a pas de normalisation des protocoles. Hein. C'est des méta-analyses, mais oui, elles ont recherché à chaque fois que les probiotiques ont été utilisés chez la population des obèses, mais il y a des différences en termes d'âge, il y a parfois des adolescents, parfois des sujets adultes, il y a des différences en termes du protocole, du type de bactéries utilisées, donc les comparaisons, il faut les nuancer pour donc les conclusions. Les autres médicaments, oui, on a testé des antibiotiques ciblés. Ça permet de sélectionner des souches qui sont donc bénéfiques, mais attention, ça, on l'utilise pas pour le traitement de l'obésité parce que ça va sélectionner des résistances. Les postbiotiques, quant à eux, oui, on peut en parler, mais ce n'est pas encore commercialisé. Il y a également des inhibiteurs enzymatiques microbiens qui, au lieu de changer le microbiote, ils changent l'activité enzymatique de la bactérie. Un mot sur la chirurgie bariatrique, parce que la chirurgie bariatrique, elle modifie le microbiote. Et il y a certaines études qui ont suggéré que, en fonction des modifications du microbiote secondaire à cette chirurgie bariatrique, la rapidité et l'importance de la perte de poids étaient corrélées avec les modifications du microbiote. Alors, enfin, je termine, hein, parce qu'on a préparé pour 30 minutes. Hein, donc, alors, la transplantation fécale, c'est vraiment la modulation du microbiote. Alors maintenant, c'est quand même une technique assez délicate à faire. Ça se fait pas après une préparation et tout ça. Donc, je vous passe la technique en elle-même.
Cette transplantation fécale, elle a donné de très bons résultats, mais c'est des études qui se font hors réglementation. La réglementation de la transplantation fécale, actuellement, c'est uniquement dans les colites à Clostridium. C'est là où on a vraiment une des recommandations à utiliser la transplantation fécale. Dans toutes les autres, c'est des études hors AMM si on veut. Elle a des limites en termes de durabilité, de sécurité et de standardisation de la fameuse soupe jaune, parce qu'on parle de la soupe jaune, parce que la préparation, elle est administrée par voie d'une sonde, et c'est une préparation qui aussi. Alors, mais non, mais c'est stérile, hein. C'est juste les perspectives, c'est de fabriquer des gélules à partir de ces donneurs, c'est meilleur, mais ça reste, voilà. Donc, maintenant, peut-être que la médecine de demain, elle va se jouer surtout au niveau de notre intestin. On est vraiment, maintenant, si on est là, c'est surtout pour dire que, il n'y a pas de solution miracle en termes d'obésité. Hein. Ça, on est tous d'accord sur ça. Que le miracle, il peut se produire. Il peut se produire parce que on est conscient de la nécessité de la multidisciplinarité, et ça depuis longtemps, mais ce qui revient surtout, c'est la personnalisation de la prise en charge, et donc c'est vraiment cette personnalisation qui va être l'avenir dans la combinaison de toutes ces techniques qu'on a, qui doivent être vraiment au cas par cas et en fonction de chaque patient. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Oubaha.